d'immenses panaches de fumée au-dessus de Téhéran. La capitale iranienne, visée aujourd'hui par des frappes conjointes d'Israël et des États-Unis. Wow. Un homme incrédule Un autre drone. filme un drone iranien qui s'abat à Abu Dhabi. Oh my god. Est-ce que la stratégie du chaos, la stratégie de la destruction systématique n'est pas en train de faire naître un danger encore plus grand que ce que représentaient les Assad, les Saddam Hussein, peut-être même le Hezbollah, etc., qui est le danger de la décomposition. Finalement, il l'a fait. Le président américain Donald Trump, flanqué du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a décidé d'en finir au sens plein du terme avec le guide de la révolution islamique iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei. C'était le samedi 28 février dernier. Le guide suprême iranien Ali Khamenei et les autres responsables du régime auraient été éliminés par l'armée israélienne et américaine ce samedi 28 février, selon Donald Trump. Depuis le début de la journée, Israël et les États-Unis ont lancé une opération militaire d'ampleur. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. Selon Donald Trump, les nombreuses frappes qui visaient l'Iran avaient pour but d'éliminer des menaces imminentes du pays. Après une journée de tension, l'armée israélienne a annoncé que les hauts responsables iraniens avaient été éliminés lors de frappes. Le premier d'entre eux serait Ali Khamenei, le guide suprême du pays. Parmi ses proches également décédés dans les frappes, on retrouve le chef des gardiens de la révolution, Mohammad Pakpour, Ali Shamkhani, un conseiller du guide suprême, et aussi le ministre de la Défense, Aziz Nazirzadeh. Aucune confirmation n'a pour l'instant été donnée du côté iranien. Endeuillé, le régime iranien a mis en œuvre ce qui était manifestement un plan de réplique minutieusement préparé à l'avance. Wow. Un homme incrédule Un autre drone. filme un drone iranien qui s'abat à Abu Dhabi. Oh my god. La même scène filmée d'un autre point de vue. C'est en réalité la base navale de l'armée française aux Émirats arabes unis qui a été touchée. Elle se situe au cœur de la zone portuaire de la grande ville émirati. Une frégate de l'armée française ainsi que plusieurs dizaines de soldats y sont d'ordinaire stationnés. Les Émirats, cible privilégiée, 3 personnes y sont mortes depuis le début des frappes iraniennes. Ici, un nuage de fumée s'élève au-dessus de la zone industrielle de Sharjah. Un dépôt a été touché. Le bruit d'un drone iranien dans un quartier de Dubaï. Il s'abat contre cet immeuble résidentiel sans exploser. À Dubaï, toujours, l'aéroport international, l'un des plus grands et des plus fréquentés du monde, est toujours à l'arrêt. Il a été touché hier soir. La riposte iranienne se poursuit à un rythme soutenu et cible l'ensemble de la péninsule arabique. La péninsule arabique, mais aussi Israël, dont le dôme de fer ne parvient pas à intercepter tous les missiles balistiques iraniens. Israël qui attaque à son tour une nouvelle fois le Liban, où se trouve le Hezbollah. Les belligérants se livrent à des démonstrations de force militaire spectaculaires. Pour analyser le moment, il faut peut-être s'attarder sur leurs faiblesses, leurs contraintes, leurs angles morts, car ce sont ces faiblesses-là qui rendront possible ou pas une fin rapide de la belligérance la plus chaude. C'est ce que je m'attellerai à faire dans les prochaines secondes avec Bertrand Badi, politiste, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux livres dont L'art de la paix, paru chez Flammarion, et le tout nouveau Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale, paru chez Odile Jacob. Mais nous essaierons également d'explorer les hypothèses possibles sur le sens de cette nouvelle guerre, elle aussi porteuse d'incertitudes économiques multiples. On redoute notamment une inflation record, voire un nouveau choc pétrolier. Sommes-nous face à une guerre mondiale du Moyen-Orient, avec d'un côté Israël et les monarchies du Golfe sunnites, sous le parapluie américain, et de l'autre côté un axe de la résistance en partie chiite? S'agit-il, dans le fond, d'un nouvel épisode de la guerre sourde aux dimensions économiques omniprésentes, lancée par un Occident en perte de vitesse face à un Sud global qui monte et qui s'affirme? Vous regardez Mondialité sur Off Investigation. Bonjour Bertrand. Bonjour Théophile. Alors dans une émission précédente, on se demandait si Trump voulait vraiment la guerre avec l'Iran
ou s'il faisait semblant. Est-ce qu'on peut dire maintenant qu'il n'y a plus débat, ou pas d'ailleurs? Ah, c'est peut-être plus subtil que ça, parce qu'il y a plusieurs interprétations. Alors, on aura peut-être la solution de l'énigme dans quelques temps, mais pour l'instant, on peut hésiter entre deux interprétations. L'interprétation qui vient spontanément à l'esprit, c'est que toutes ces négociations relevaient du bluff, qu'il s'agissait d'avoir un peu de temps pour se préparer et dissimuler tout le travail de mobilisation militaire derrière cet écran de fumée de négociation. C'est possible que ce soit ça, c'est parfaitement logique et parfaitement acceptable. Il y a maintenant une autre interprétation qui nous a été soufflée à l'oreille par Marco Rubio, le secrétaire d'État, le chef donc de la diplomatie américaine, qui a eu l'imprudence, je trouve c'est quand même assez imprudent, de dire mais si finalement nous sommes entrés en guerre, c'est parce que nous savions que Israël avait décidé d'attaquer et que dès lors qu'Israël attaquait, les intérêts américains étaient mis en péril, donc il fallait frapper préventivement avant que les Iraniens, que le régime iranien se venge sur nous. Ce qui signifierait, en termes à peine diplomatiques, que les États-Unis, Trump en particulier, ne voulaient pas spécialement attaquer l'Iran ou en tous les cas le faire de manière si précipitée, mais qu'à partir du moment où Netanyahou était résolu, il n'avait plus le choix. Ce qui serait un scoop quand même, parce que ça voudrait dire que les États-Unis sont à la remorque d'Israël, ce qui n'est d'ailleurs pas la première fois. Si on se rappelle les attaques de juin dernier, ce qu'on appelle maintenant de manière un peu bizarre la guerre des toujours, c'était aussi Israël qui avait lancé le mouvement et les États-Unis qui avaient suivi. Est-ce que c'est la répétition du même scénario, avec cette fois-ci quelque chose de plus aigu, puisque ça voudrait dire que Trump n'avait vraiment pas envie d'y aller et qu'il a eu la main forcée, le bras tordu par Benjamin Netanyahou, c'est pas impossible, on finira peut-être par le savoir. Peut-être que c'est aussi une manière de s'expliquer auprès d'une base MAGA qui ne veut plus des guerres à l'étranger. Ben justement, la base MAGA, elle est suffisamment structurée autour de l'idée de rejeter toute forme de conflit militaire extérieur pour que les États-Unis aient choisi de se tenir à l'écart de telle action, ce que finalement ils n'ont pas fait. Faut quand même pas, là aussi, oublier des sondages surprenants. Avant l'attaque, il y avait 49% qui étaient contre, 49% des Américains qui étaient contre toute forme d'action militaire face à l'Iran, et 27 pour soutenir l'idée. Au moment où le conflit a été enclenché, nous sommes donc samedi 28 février, il n'y en avait plus que 20% pour soutenir l'idée d'un conflit et une majorité pour être contre. Ce qui est rare, parce que généralement, quand on est réticent à l'égard d'une opération militaire, le fait qu'on y soit entraîné crée une sorte de sursaut patriotique, effet drapeau, comme on dit, qui aurait dû augmenter le nombre des partisans de cette intervention. Ce nombre a diminué, ce qui prouve que Donald Trump est en situation difficile, précaire, fragile, qu'il s'y est mis délibérément, parce que c'est un homme qui regarde de très près les sondages et l'évolution de sa cote de popularité. Je dirais même que c'est sa seule boussole, le marketing électoral, le marketing politique. Et donc, s'il l'a fait, c'est parce qu'il y était vraiment contraint. Est-ce qu'il était contraint par Netanyahou? Est-ce qu'il était contraint par d'autres paramètres? On va peut-être le savoir, parce que ceci est lié directement à une autre question que tu aborderas peut-être, qui est combien de temps ça va durer? Mais justement, au moment où nous tournons, tout le monde sort ses muscles, son artillerie lourde, sa puissance, mais j'aimerais qu'à rebours de tout cela, nous analysions les faiblesses, les limitations et les contraintes des protagonistes. Commençons donc par celui par qui tout est arrivé, Donald Trump. Qu'est-ce qu'il redoute en se couchant le soir et à quoi pense-t-il en se rasant le matin?
Alors ça, c'est pensée intime, je suis mal placé pour en rendre compte, je l'ai jamais eu au bout du fil et je pense que je ne l'appellerai jamais, je n'en sais strictement rien, mais il y a quand même des hypothèses fortes. Tu as raison de poser le problème en termes de faiblesse. En fait, ce grand Moyen-Orient, c'est une foire de faiblesse. Seulement le problème, c'est que d'un, protagoniste à l'autre, il ne s'agit pas des mêmes faiblesses. Quand il s'agit des mêmes faiblesses, on se neutralise, on dit: «Bon, bah, allez, on abandonne, on pose les armes parce qu'on n'y arrivera pas». Là, les faiblesses sont différentes et ne sont pas perçues de la même façon. La faiblesse de la puissance américaine, c'est déjà une faiblesse structurelle, c'est-à-dire l'apprentissage depuis la guerre du Vietnam que la puissance casse mais ne construit pas. Et que finalement, on dépense beaucoup pour mobiliser des moyens de guerre, et ceci n'apporte rien. Qu'est-ce que la guerre du Vietnam, la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, pour ne citer que ces trois-là, ont apporté aux États-Unis? Rien. C'est une faiblesse déjà en soi. Derrière cette faiblesse, il y a une autre faiblesse qui tient à, contrairement à ce qu'on dit généralement, l'érosion de la position diplomatique des États-Unis. Ce qu'on appelle imprudemment les alliés américains du Golfe, c'est-à-dire les fameuses pétromonarchies. Elles étaient autrefois les alliés, peut-être même, je dirais, les affidés des États-Unis. Le pacte de Quincy, 14 février 1945, le jour de la Saint-Valentin 1945, qui a vraiment lié le royaume d'Arabie Saoudite aux États-Unis, qui était représenté encore pour quelques jours par Franklin Roosevelt à l'époque. Ça, c'est fini. C'est fini. On a vu, notamment avec Mohammed Ben Salman, l'actuel prince héritier, qui est le vrai dirigeant de l'Arabie Saoudite, une stratégie d'autonomisation qu'on retrouve dans les Émirats du Golfe, qu'on retrouve un petit peu partout. Donc la faiblesse des États-Unis, c'est de ne pas pouvoir compter de manière totale et absolue sur ce qu'était autrefois, pratiquement, je déteste ce terme, mais il aurait peut-être un sens, leur proxy. Hein, il n'y en a plus. L'autre faiblesse des États-Unis, c'est le caractère très alambiqué de leur relation et avec la Russie et avec la Chine. La Russie, évidemment, elle regarde ce qui se passe en Iran d'un œil plus attentif que celui qu'elle avait lorsqu'il était question du Venezuela, parce que l'Iran a une frontière pratiquement commune même avec la Russie, parce que l'Iran a beaucoup aidé la Russie dans le conflit avec l'Ukraine, parce que l'Iran, c'est un peu le dernier maillon de la chaîne que la Russie contrôle dans le Grand Moyen-Orient, avec, après la chute notamment du régime de Bachar el-Assad. En même temps, la Russie, elle a besoin de la bienveillante neutralité, pour ne pas employer un terme plus percutant, des États-Unis dans le conflit avec l'Ukraine. Donc on sent là un embarras, mais un embarras qui ressemble à un déséquilibre. C'est pas du tout sûr que les États-Unis n'auront pas un effet de flashback sur leur relation avec la Russie. La Chine, c'est encore pire, parce que la Chine dépend étroitement du pétrole qui sort du Golfe, qui pour l'instant est bloqué, il ne faut pas l'oublier. On va parler de tout alors, ça. donc ça, c'est une autre faiblesse. Où sont les ressources diplomatiques de la Russie, des États-Unis, pardon. Et puis, l'autre faiblesse des États-Unis, c'est, comme on le disait il y a un instant, une base sociale, c'est-à-dire pas seulement l'électorat américain, la base sociale du Trumpisme, c'est-à-dire le mouvement MAGA, qui est pour le moins divisé, qui aime bien que les rodomontades, qui aiment bien que les États-Unis montrent leurs muscles, Make America Great Again, mais America First, c'est-à-dire on ne va pas encore dépenser beaucoup de sous et éventuellement des vies humaines, des vies de boys, pour satisfaire des intérêts qui nous sont extérieurs. C'est même assez étonnant de voir comment l'électorat MAGA et certains dirigeants du mouvement MAGA disent explicitement « on fait le boulot d'Israël, ce n'est pas notre affaire ». Autrefois, c'était beaucoup plus fusionnel. C'était les intérêts d'Israël, c'est nos intérêts, et c'est réciproquement. Là, ça commence à se différencier. Donc finalement, et c'était peut-être le pari
de la République islamique, il y avait beaucoup de raisons de penser qu'il n'irait pas, et il y a beaucoup de raisons de penser que ceci, à tout moment, peut se retourner contre les États-Unis. D'autant plus qu'il y aura bientôt les élections de mi-mandat. Absolument. Les midterms, dont on dit qu'ils sont déjà gagnés par les démocrates, ça je n'en sais rien, mais en tous les cas, ça va être un très mauvais moment à passer pour l'actuel président des États-Unis. Et Benjamin Netanyahou, quelles sont ses contraintes, quelles sont ses faiblesses? On entend dire que les journalistes qui sont en Israël aujourd'hui ont des limitations, ne peuvent pas tout filmer, ne peuvent pas filmer les dégâts causés par l'Iran à Israël, parce que ça peut-être pourrait être démobilisé. Est-ce qu'il y a vraiment une angoisse quant à ces frappes de missiles? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font peur à Israël? À un moment donné, on avait même dit qu'Israël n'était plus tellement chaud pour une confrontation avec l'Iran après la fameuse guerre de 12 jours. Ça a changé, depuis, le doute n'est plus permis. Mais Israël est confronté à des vraies faiblesses, et je suis étonné que l'on semble ne pas en tenir compte. Alors, il y a ce que tu dis, il y a les risques de bombardement, il y a eu déjà des dégâts, bon, à l'échelle des catastrophes humaines au Grand Moyen-Orient, je pense à Gaza et aux 100 000 morts gazaouis, mais il y a aussi les morts en Iran actuellement. Les victimes côté israélien sont quand même beaucoup moins nombreuses. Mais je ne crois pas que ce soit ça la faiblesse d'Israël. Il y a deux faiblesses, Israël. La première faiblesse, c'est que, contrairement aux États-Unis, qui ont besoin de, encore une fois, montrer des muscles, Israël a intérêt à ce que ce conflit dure et aille jusqu'au bout. C'est-à-dire, là où Trump ne parle surtout pas de régime change, l'administration israélienne et Netanyahou parlent de régime change. Et donc, il y a eu comme une frustration après l'arrêt rapide, finalement, de la guerre des 12 jours en juin dernier. Le sentiment qu'on nous avait privés d'une victoire, qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la destruction. Là, on sent que Netanyahou a besoin d'une guerre longue, et il en a besoin stratégiquement, mais il en a besoin personnellement aussi, parce que dès qu'il sortira du tunnel des guerres, il devra se retrouver face aux électeurs et face aux juges. Donc, autant retarder l'échéance. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Très dangereux pour lui. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas croire que les ressources israéliennes soient sans limite. L'économie israélienne tire de plus en plus la langue. C'est très dur d'entretenir une guerre permanente. Dans l'histoire d'Israël, qui a été parsemée de nombreuses guerres, celle-ci, ou celle ouverte suite au 7 octobre, est de loin la plus longue. Et on sait que l'économie israélienne en souffre. Donc ça, c'est une autre faiblesse et une autre fragilité dont on ne parle pas suffisamment. De même que l'économie russe souffre de la guerre en Ukraine, l'économie israélienne souffre de ces guerres. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. Et l'autre faiblesse, c'est finalement celle qui saute aux yeux dès lors que l'on fait le bilan des dernières années. Israël a tout détruit autour de ce pays. Détruit Gaza, en train de détruire la Cisjordanie, détruit le Liban, en tous les cas sa partie méridionale, et ça repart de plus belle, a détruit indirectement, mais a quand même bien participé, la Syrie, indirectement, mais il a aussi participé la destruction de l'Irak, la destruction au moins partielle du Yémen. Et quel est le résultat de tout ça? Le résultat de tout ça, c'est que l'incertitude en Syrie reste intacte, l'incertitude en Irak reste intacte, les Houthis sont toujours là au Yémen, le Hezbollah est toujours là au Liban, sinon pourquoi s'acharnerait-on à nouveau sur cette proie que l'on disait éteinte, ultra affaiblie, etc. Et puis la question palestinienne n'est pas du tout réglée. Donc, si on fait le bilan de tout ça, on s'aperçoit que la logique destructrice, elle, a eu un résultat particulièrement remarquable, c'est vrai, on réussit à détruire, mais qu'en revanche, Israël ne parvient pas à construire un ordre qui lui donnerait ce minimum de stabilité
qui est la seule garantie à une paix régionale. Donc, il y a un moment où il faut se poser la question de la rationalité de la chose et surtout commencer à se poser cette question que moi j'ai au centre de mes obsessions. Est-ce que la stratégie du chaos, la stratégie de la destruction systématique n'est pas en train de faire naître un danger encore plus grand que ce que représentaient les Assad, les Saddam Hussein, peut-être même le Hezbollah, etc., qui est le danger de la décomposition. C'est-à-dire quand, en face de toi, tu n'as que des groupes épars qui se replient sur eux-mêmes, qui entretiennent un peu, sur le modèle libyen, une conflictualité pérenne, une conflictualité Ou le ininterrompue. modèle yéménite avec les Houthis. Ou le modèle yéménite, exactement, et peut-être demain le modèle iranien, parce qu'il se prête fort bien à ce genre de décomposition, hélas. Et est-ce que tout ça, un beau jour, on sera assez intelligent en Israël pour se rendre compte que c'est une faiblesse plus qu'une force? Alors, le pouvoir iranien est affaibli, il a voulu frapper un grand coup, il annonce une guerre longue, contrairement aux éléments de langage à Washington, mais peut-il seulement supporter une guerre tous azimuts, alors qu'il a été décapité? Je veux dire, la mort de Ali Khamenei, son assassinat, mais l'assassinat également de nombreux dignitaires, ça lui a porté un coup, et d'autant plus qu'il a quand même rouler des mécaniques, lancer des rodomontades, et puis pouf, en un samedi, autant de dignitaires sont morts. Il est affaibli, mais dans cet affaiblissement, il attaque tous azimuts. Oui, alors, tu as employé un terme qu'on entend souvent un peu partout, dans les médias, mais aussi dans les milieux politiques, qui est le terme de décapitation. Décapitation, ça devient le scénario moderne de la guerre. On décapite. Bon, moi, j'aimerais savoir ce que c'est qu'une décapitation. Coupe la tête. Oui, non, mais merci, ça je savais, je m'en doutais, hein, figure-toi. Mais j'aimerais savoir la signification politique profonde de la décapitation. Passons en revue toute une série de décapitations. En 2006, on ne décapite pas à proprement parler, mais on pense qu'il revient au même Saddam Hussein. Et dans la foulée, deuxième guerre civile irakienne. En 2011, on assassine Ben Laden, qui n'était pas un chef de l'État, je te l'accorde, et on disait, ben voilà, c'est fini avec le terrorisme. Pratiquement l'année d'après, apparaît Daesh et apparaît le califat du nord de l'Irak, le califat de Mossoul. En 2011, oui, on a Décapité Kadhafi. Voilà, on ne l'a pas décapité, on l'a empalé, hein, c'est en troisième variante. Et là aussi, qu'en est-il sorti? Une guerre civile généralisée qui continue, je dirais, de plus belle aujourd'hui. On 15 ans a plus tard. assassiné, oui, on a assassiné Cheikh Nasrallah, qui était le chef suprême et charismatique du Hezbollah, et aujourd'hui on refait la guerre au Hezbollah parce qu'on dit mais ça n'a rien changé, le Hezbollah est pour Israël exactement la même menace. On a tué suite au 7 octobre et Ismaël Haniyeh et Yahya Sinwar. Résultat, on vous explique maintenant que le Hamas reste la principale menace. Alors il faut comprendre que décapiter, c'est-à-dire tuer le chef, c'est quelque chose de spectaculaire, qui donne l'impression d'une grande victoire. Tout le monde applaudit à la technique qui a permis, en un rien de temps, de supprimer le chef suprême de la République islamique, etc. Mais quant au fond, est-ce que véritablement c'est même une option pour l'avenir? L'élimination du chef, les exemples que j'ai donnés le montrent, il peut sortir un régime radicalisé, c'est le modèle Ben Laden-Daesh, un
Le système politique peut-être plus ouvert, réformateur, c'est ce qu'on peut souhaiter à l'Iran, bien entendu, c'est une possibilité, mais c'est pas dit que pour autant ce système sera fonctionnel et pour Israël et pour les États-Unis. Il peut en sortir une situation à la libyenne, c'est-à-dire ce que j'en souhaite le moins, une guerre civile ou une décomposition généralisée de l'Iran. Il peut en sortir un régime militaire qui se saisit de cette opportunité à son profit, mais dans aucun de ces cas de figure, on voit ni une victoire israélo-américaine, je ne vois pas le profit. La victoire israélo-américaine serait peut-être le retour au pouvoir de la monarchie, et pas à la vie. Oui, alors ça, franchement, j'aimerais qu'on m'explique le mécanisme sociopolitique par lequel cette monarchie qui est coupée de l'Iran depuis maintenant 47 ans pourrait se reconstituer au fil des bombardements actuels. Alors peut-être qu'il y a une baguette magique cachée quelque part et qui va sortir et qui va transformer la citrouille en carrosse, n'est-ce pas? Mais en l'espèce, véritablement, c'est et de loin l'hypothèse la moins probable. Alors, que peuvent les monarchies du Golfe? Vont-elles faire le choix de la confrontation assumée avec Téhéran? Est-ce qu'on peut parler en 2026 de fracture chiite-sunnite? Est-ce que c'est un facteur explicatif? Alors, le monde musulman est-il finalement l'épicentre d'une guerre sinon mondiale, comme l'Europe avait été l'épicentre des 2 guerres mondiales qu'on a connues, du moins totale, qui prendrait justement racine au Moyen-Orient? Alors, il y a 2 questions. Il y a ce fameux lieu commun, ce poncif, qui nous explique que tout ceci dérive de l'opposition entre chiites et sunnites. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. C'est bien pour point de vue image du monde, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Si on regarde, non pas les liens d'alliance, parce que je n'emploierai pas ce terme, mais en tous les cas les connivences entre la République islamique chiite et d'autres mouvements, ça ne marche pas du tout. On dit, à tort ou à raison, moi à mon avis c'est plutôt à tort, mais c'est une autre affaire, que l'Iran était derrière le Hamas. Le Hamas, il est sunnite ou il est chiite? Le Hamas, il n'y a pas plus sunnite de ces sunnites que le Hamas. Bon, alors ça colle pas. Bon, continuons. Les Houthis, c'est vrai qu'ils sont chiites, mais c'est un schisme qui n'a rien à voir avec le schisme duodécimant de l'Iran. C'est complètement coupé. Hein. Ceux qui vous expliquent que le pouvoir baathiste en Syrie, présenté là aussi, entre guillemets, comme allié de l'Iran, on dit qu'il était chiite. Mais il est absurde de présenter le baasisme assadien comme étant du chiisme. C'est un régime laïque et que jamais les religieux iraniens reconnaîtraient comme étant fraternels de ce point de vue-là. Et j'ajoute qu'il y a toute une base sunnite en Syrie qui est même majoritaire. Donc tout ceci, je dirais, c'est du néo-orientalisme, c'est-à-dire cette façon condescendante qu'ont les Occidentaux de faire leur typologie et de Ou alors classer. de l'occidentalomorphisme, parce que Oui. les clivages catholiques protestants Voilà, tu as tout à fait raison. Mais c'est la raison pour laquelle Édouard Saïd taxerait ça véritablement d'orientalisme de Monoprix. Hein. Il faut arrêter. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Quand il y a eu un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sous la férule de la Chine, qui n'est d'ailleurs ni chiite ni sunnite, n'est-ce pas? On ne s'est pas dit que la différence religieuse allait faire sauter le verrou. Au contraire, ça l'a renforcé. Bon, on pourrait continuer. Il y a d'ailleurs, entre la péninsule arabique et l'Iran, quantité de liens informels, humains, commerciaux, économiques, financiers, qui transcendent et de beaucoup le clivage sunnite-chiite. Alors maintenant, l'autre question de cette espèce de mondialisation du conflit moyen-oriental pour déborder sur le monde entier,
C'est fini ça. C'est-à-dire, tu as tout à fait raison. Autrefois, l'Europe était le champ de bataille du monde. C'est vrai. Et elle l'a été, en quelque sorte, de la Renaissance jusque peut-être pratiquement 1945, ou en tous les cas 1919. C'est vrai. 1918. C'est vrai. Maintenant, la mondialisation ou la mondialité qui nous sert de titre à nos entretiens nous montre une irréductible, en même temps, pluralité des champs de bataille et chevauchement des champs de bataille. C'est-à-dire que il n'y a plus un champ de bataille unique et central. Ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe, même si c'est sous une forme non guerrière, en Asie orientale, ce qui se passe peut-être ou se passera demain dans les Caraïbes, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe au Soudan, tout ça, ce sont des bassins de conflictualité, le Sahel, etc., qui sont en même temps autonomes dans la manière dont ils émergent, c'est-à-dire qu'à chaque fois quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a d'abord des problèmes humains profonds qui sont propres à ces pays. Il y a un problème propre au conflit russo-ukrainien, il y a un problème propre aux faits palestiniens, il y a un problème propre aux faits sahéliens, et en même temps, c'est vrai qu'ils interagissent de plus en plus. Ça, c'est l'effet de la Mais mondialisation. justement, c'est quoi le fil rouge, Bertrand? Certains analystes considèrent que dans le fond, Donald Trump a attaqué le Venezuela puis l'Iran parce qu'il veut affaiblir la Chine, qu'il se prépare à un conflit avec la Chine. L'or noir vénézuélien représentait 4% des importations de pétrole chinois. L'Iran pèse pour plus de 15% de son approvisionnement total. Il y a 5 ans, la Chine a signé avec Téhéran un partenariat économique, 400 milliards de dollars d'investissement sur 25 ans afin de sécuriser son approvisionnement énergétique. Selon le spécialiste de la Chine, Jean-François Di Meglio, la perte de ce partenariat pourrait avoir des conséquences pour la croissance chinoise. Il y a des réserves stratégiques qui sont faites. Donc si vous voulez, une crise de 2 mois, 3 mois ne va probablement pas compromettre les grands équilibres, ni les équilibres en termes de commerce extérieur, ni les équilibres en termes d'approvisionnement et de sécurité énergétique. En revanche, si ça se prolonge au-delà de 3 mois, 6 mois, là on a une vraie question. Est-ce que le fil rouge donc, de ces guerres commerciales et des guerres tout court de Trump, des États-Unis, c'est le désir d'affaiblir la Chine et plus largement le Sud global, le fameux Sud global? D'ailleurs, est-ce qu'il existe le Sud global? Est-ce que ce n'est pas le Père Noël des relations internationales? Alors, à nouveau, il y a deux questions. Affaiblir la Chine, moi, je ne crois pas. Parce que si on regarde à la loupe les rapports Chine-États-Unis, la Chine constitue quand même l'acteur le plus ménagé par les États-Unis, en tous les cas depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Hein. C'était un peu la même chose d'ailleurs avant, mais c'était Ménager, c'est-à-dire Ménager, c'est-à-dire Trump est quand même un homme qui est assez sensible, là je suis d'accord avec ce qui se dit généralement au rapport de force, et qui voit qu'il ne peut pas tordre le bras à la Chine comme ça, et que donc il joue la vieille équation du balance of power, de l'équilibre de puissance. Ce qui en revanche est vrai, c'est que derrière le trumpisme, il y a deux terribles affirmations. La première, c'est mieux vaut s'attaquer aux faibles qu'aux forts. Ça, c'est parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, et c'est un peu comme le loto, ça coûte pas cher, mais ça peut rapporter gros. Donc, on attaque le Venezuela, on attaque l'Iran, on attaque éventuellement l'Europe si elle ne montre pas les dents, etc. Et on gagne le gros lot. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que la finalité de l'attaque du faible, c'est de le détruire. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Parce qu'autrefois, on attaquait le faible pour le coloniser, pour le dominer. Voilà, c'était très simple. Alors, soit le coloniser au sens propre du terme, à l'époque de la conquête coloniale, soit assurer une forme d'hégémonie réelle, c'est-à-dire prendre vraiment les commandes du pouvoir. Maintenant, même ça, c'est difficile. C'est-à-dire les guerres de décolonisation. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain à Munich, il a fait l'éloge d'une recolonisation du monde. C'est pour cela qu'on peut considérer que c'est ça le fil rouge, finalement. Oui, mais non, parce que cette recolonisation, en fait, est une stratégie d'affaiblissement
plus qu'une stratégie de contrôle. Il faut voir qu'on passe d'un modèle à l'autre. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'autrefois, effectivement, gagner, c'était contrôler. Aujourd'hui, gagner, c'est affaiblir et c'est neutraliser. C'est-à-dire, Trump ne cherche pas à contrôler le Venezuela. Il cherche à affaiblir les structures du pouvoir au Venezuela de manière à pouvoir en tirer le maximum de profit. Et là, en ce qui concerne l'Iran, il le dit lui-même. Je ne vais pas installer un régime démocratique en Iran. Son idéal, c'est d'avoir une Iran affaiblie qui lui permettra justement de dominer par l'affaiblissement beaucoup plus que par le contrôle. Ça, c'est véritablement la ligne nouvelle. Je ne me rappelle plus du coup ta deuxième question. Je me demandais si on pouvait considérer que tout cela était une forme sophistiquée ou pas, d'ailleurs, de guerre des États-Unis, voire de l'Occident, contre le Sud global. Et oui, alors le Sud global. Sud alors, le problème, la grande faiblesse du Nord face au Sud, c'est que le Nord a cru pouvoir faire l'économie d'un examen attentif de ce qu'était le Sud. À partir d'un refrain qui était entonné partout, aux États-Unis, en Europe, y compris d'ailleurs en Russie, qui consistait à dire le Sud global, ça n'existe pas. Ça, c'est très facile. Et moi-même, j'en ai fait l'expérience. Moi qui très vite ai adhéré à cette idée de Sud global, pour des raisons nombreuses sur lesquelles on peut peut-être revenir, lorsque je parlais de Sud global à mes interlocuteurs en Europe, vous dites n'importe quoi, ça n'existe pas, il n'y a rien de commun entre la Gambie et la Chine. Ben si, justement. Il y a beaucoup de choses en commun entre la Chine et la Gambie, et la Chine a su notamment bien en profiter. Bon, ça, c'est une première question. À partir du moment où tu négliges ton adversaire, même tu dénies son existence, évidemment, tu te mets en position de faiblesse. Et tous les revers des puissances du Nord depuis 1945, elles ont été subies face au Sud. Les puissances européennes qui ont toutes été battues dans les guerres de décolonisation, les États-Unis qui ont été battus dans toutes leurs guerres d'intervention au Sud, Vietnam, Afghanistan, Irak, Somalie, etc. Et donc, et même la Russie qui espérait être, du temps de l'URSS, le parrain de la moitié du Sud, n'a pas pu tirer beaucoup de ressources de son parrainage. Et la Russie, paradoxalement, est devenue gagnante dans cette affaire lorsqu'elle était en situation de défaite, c'est-à-dire lorsque, battue en Ukraine, platement battue en Ukraine, elle s'est tournée vers les pays du Sud pour dire « Vous voyez, je suis comme vous, victime de l'Occident collectif ». Et c'est là que la Russie a commencé à flatter les BRICS, à monter des grandes conférences russo-africaines et tout ce qui s'ensuit. Et là, la diplomatie de Poutine a été astucieuse, qui consistait à dire le défaut de puissance dont je souffre, je vais le compenser par l'appui. Est-ce que tu nous dis finalement, c'est un Sud ce que tu nous décris, c'est un Sud qui en veut au Nord, un Sud global qui existe et qui en veut un Occident collectif qui ne se rend même pas compte qu'il existe, mais ce n'est pas une sorte de guerre pensée par l'Occident contre le Sud, par le chef des Occidentaux, c'est-à-dire Trump contre le Sud. Non, parce que les affrontements du Nord en direction du Sud étaient toujours des affrontements partitifs, c'est-à-dire ces trois guerres. La guerre d'intervention, ça a commencé avec le Vietnam, qui consistait à contourner l'ennemi majeur, l'adversaire majeur, l'URSS, en attaquant l'allié collatéral, en quelque sorte. Puis ensuite, les guerres de conversion, c'est le regime change face à l'Irak, par exemple. Et puis les guerres de stabilisation, c'est-à-dire, on ne cherche même pas à changer de régime, on cherche simplement à consolider un foyer d'instabilité qui risque de s'aggraver. Et ça, c'était l'intervention de la France au Sahel. À chaque fois, c'était partitif, ce n'était pas contre le Sud global, c'était soit rarement contre un pays, c'est contre l'Irak de Saddam Hussein, plus contre des forces éparses, les talibans en Afghanistan, les djihadistes au Sahel, et ce n'était pas du tout une croisade contre un Sud dont on ne voulait même pas accepter l'idée. Maintenant, le problème, c'est que
le Sud a tiré énormément d'avantages de tous les affaiblissements dont le Nord est victime. Et face à cela, peut-être, si du moins il y a assez de lucidité, les pays du Nord vont être obligés, cette fois-ci, d'avoir une diplomatie en direction du Sud. C'est pas que d'ailleurs... Ou alors d'attaquer le Sud. Parce que tu évoques l'affaiblissement, la logique de l'affaiblissement. Affaiblir un peu partout, montrer qu'on est le chef au Nigeria, même si on ne va pas le conquérir, montrer qu'on est le chef au Venezuela, montrer qu'on est le chef au Moyen-Orient, finalement, ça revient à réaffirmer la puissance de l'hégémon qui se casse la gueule. Oui, mais c'est à chaque fois des attaques ponctuelles. On ne va pas attaquer une coalition qui va du Brésil jusqu'à l'Afrique du Sud en passant par l'Inde et le Nigeria. Hein. Donc, et ça, c'est, je dirais, un reliquat de la vieille mentalité coloniale. C'est-à-dire, lorsque chez ces inférieurs, il y a un risque et un danger, notre devoir est d'éteindre ce danger. Et c'est d'ailleurs l'argument dont Israël tire énormément de profit, puisque Israël ne cesse de dire, Netanyahou en tous les cas, ne cesse de dire, mais tous ces barbares du monde arabe sont un danger pour l'Europe. Ils ont rapporté, je l'entendais encore hier, dire le terrorisme sur le sol européen, donc il faut que vous nous souteniez pour contenir cette menace. Okay, donc c'est le logiciel en fait colonial du Nord qui se déploie sans forcément qu'un fil rouge conscient relie tout. Absolument. Merci beaucoup Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po, auteur de nombreux livres dont Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous dans 2 semaines exactement pour un nouvel épisode de Mondialité. Comprendre le monde, c'est aussi refuser qu'il soit raconté par les puissants. Pour que ces décryptages restent libres et accessibles à tous, soutenez Off Investigation. Rendez-vous sur off-investigation.fr pour faire un don. On compte sur vous. Chaque euro compte.